Vendredi 8 février 2019, merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de l'émission Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous ouvrons un peu les brèches sur les questions d'institution de la Guinée et la constitution de notre pays, ces différents aspects qui sont au cœur des débats ces derniers temps. Nos institutions de la République de plus en plus indexées en termes de dysfonctionnement, de mauvais fonctionnement, mais aussi la constitution guinéenne qui actuellement est en débat. Est-ce qu'il faut la retoucher? Est-ce qu'elle est archaïque en certains de ses endroits? Est-ce qu'il faut la revoir, l'améliorer, la moderniser, la mettre au goût de l'actualité? Toutes ces questions qui se posent. Et donc je décide de donner la parole notamment à un juriste connaisseur en la matière, mais aussi qui a un regard de la diaspora, puisqu'il est un Guinéen ressortissant de la communauté guinéenne établie en France. Il s'agit de M. Fadiga Mohamed Lamine, juriste constitutionnaliste. Il est le président de la Ligue des droits de l'homme de Nanterre, c'est en France. Monsieur Fadiga, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci, monsieur Oudi. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Déjà, vous venez d'arriver au pays, on va dire, en tant que président de la Ligue, la section de la Ligue des droits de l'homme de Nanterre. Dites-nous, la question des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme de Nanterre, qu'est-ce qu'elle fait en réalité comme boulot de ce côté? Parce que quand on voit de plus près la question des droits de l'homme, on se dit qu'il y a beaucoup à faire en Afrique, dans un pays comme la Guinée, que la France par exemple, qu'on appelle le pays traditionnellement des droits de l'homme, le pays de la liberté. Est-ce que il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau aussi? Oui, il y a beaucoup de choses à faire sur ce niveau. Mais la Ligue des droits de l'homme, elle s'intéresse sur des questions des droits de l'homme. À chaque fois qu'il y a des violations des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme prend une position, elle dénonce et aussi elle propose. Et nous, la section dont j'ai été le président, il y a eu pas mal de questions d'actualité qui étaient relatives aux violations des droits de l'homme, où nous sommes parvenus à prendre des positions, à faire des propositions sérieuses par rapport à ça. Je veux dire, est-ce qu'elle est de plus en plus d'actualité, la violation des droits de l'homme chez vous? Est-ce que vous êtes plus actif? Parce que qui parle des questions des droits de l'homme parle de violation des droits de l'homme. Hein? Oui. C'est vrai peut-être qu'il peut y en avoir, mais est-ce que vous êtes de plus en plus interpellé sur des cas de violation des droits de l'homme, que ce soit des situations dans les couples, en ménage, ou que ce soit entre des citoyens et l'État français, par exemple? Oui. Notamment dans la section, ou si vous voulez, à Nanterre, où vous êtes le président de cette ligue. Écoutez-moi, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans une époque où les violations des droits de l'homme ne cessent de faire l'actualité. Si ce n'est pas des arrestations arbitraires des journalistes, c'est des interdictions injustifiées des manifestations, c'est des recours disproportionnés aux forces, ou bien la répartition inéquitable des richesses du pays. On va de violations des droits civils aux violations des droits socio-économiques et culturels. Bref, on va de l'impunité en matière juridique aux irresponsabilités politiques. Donc, pour le cas de la France, par exemple, est-ce qu'il y a des cas d'exemple? Aujourd'hui, par exemple, il y a le problème des gilets jaunes, mais aussi, quand vous parlez d'arrestation tout de suite, il y a par exemple les communautés étrangères qui se sentent ciblées par des arrestations policières non justifiées. On a par exemple vu des ressortissants du Mali, même de la Guinée, je crois, des fois, où des jeunes noirs, souvent, meurent sur le coup des policiers français, soit à l'occasion des arrestations. Il y a ce jeune malien, j'ai oublié son nom, je crois, qui a succombé après une arrestation très musclée par la police française. Et c'est des cas comme ça vous interpellent le plus souvent en France, et plus précisément à Nanterre, c'est important. Oui, je disais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la violation des droits de l'homme, elle est d'actualité. Mais permettez-moi de vous dire que je souhaite me prononcer beaucoup plus sur des questions des droits de l'homme dans le cadre de la Guinée. Évidemment, on en parlera tout à l'heure, c'est important. Voilà, pour ce qui concerne en France, comme je
l'ai dit tout à l'heure, forcément, il y a des dysfonctionnements. Il y a peut-être des régressions en matière des libertés individuelles, notamment lorsque les gens sortent pour exercer un de leurs droits le plus fondamental, à savoir le droit à la manifestation. Et l'État aussi intervient, parce qu'il faut savoir comment concilier d'un côté le maintien à l'ordre public et de l'autre côté l'exercice des libertés individuelles. Donc il peut y arriver des fois qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des individus mal intentionnés qui veulent se servir de ce moment pour porter atteinte aux libertés des autres. Et il est aussi le devoir de l'État de veiller à ce que les libertés des autres, que dans le cadre de l'exercice de vos droits, que vous ne portez pas atteinte aux droits des autres. Donc voilà, en quelque sorte, on cherchera à trouver toujours l'équilibre entre le couple de la sécurité je reste et la paix. insatisfait sur ma question. Les cas d'interpellation abusive sur comment on va dire, des étrangers, pour ne pas voiler le mot, le plus souvent en France, il y a des gens qui sont morts, il y a des jeunes gens issus des communautés étrangères, notamment soit maliennes ou guinéennes, qui meurent sous les coups des policiers français. Est-ce que ces cas comme ça vous interpellent, vous qui êtes dans cette ligue des droits de l'homme du côté de la France? Ça nous interpelle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes penché sur certains de ces cas comme ça? Oui, même si ça ne s'est pas forcément passé à Nanterre où vous résidez. Oui. À chaque fois qu'on a un cas relatif aux violations des droits de l'homme, si ce cas est connu, la Ligue prendra forcément position, il dénoncera. Donc voilà, pour ce qui concerne les interpellations, il arrive de fois que certaines interpellations dégénèrent, que ça entraîne la mort de la personne interpellée. Ça, ce n'est pas l'apanage de la France. D'ailleurs, si vous me permettez, il y a beaucoup plus des interpellations arbitraires en Guinée que partout dans le monde. On en parlera tout à l'heure en Guinée. Bien. Alors, puisque vous tenez à vous prononcer sur les cas guinéens, oui, depuis la France, quel regard vous pouvez porter sur tout ce qui se passe dans le pays, sur ces différents terrains? Il y a la question du fonctionnement des institutions, mais aussi il y a aujourd'hui le débat sur la Constitution, puisque la Constitution, c'est votre spécialité, vous êtes juriste constitutionnaliste. On va parler de cela tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Il y a d'ailleurs cette structure de la société civile, Ma Cause, qui essaie de poser le débat sur la Constitution aujourd'hui, même si les gens ne voient pas la démarche de la même façon. Certains pensent que c'est une manière pour cette structure de la société civile de nous tirer vers le débat du troisième mandat. Or, pour eux, c'est tout simplement un constat qu'ils ont fait. Il y a des aspects de cette Constitution qui doivent être revus, qui doivent être mis au goût de l'actualité et tout. De cela, on va parler dans la deuxième partie. Parlons déjà du fonctionnement des institutions. Vous avez parlé du besoin de rationaliser nos institutions. Quel regard, je ne sais pas quelle nécessité vous amène à ce constat, à cette nécessité de rationaliser les institutions? La question que vous me posez, elle est tellement importante, à tel point que pour la répondre de manière objective, je suis obligé de vous citer naturellement l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit ceci: toute société dans laquelle la garantie des droits ne sont pas assurés, la séparation des pouvoirs ne sont pas déterminés, cette société n'a pas de constitution. Ceci dit que la constitution, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, elle a deux objectifs. D'un côté, elle garantit les droits fondamentaux des citoyens. De l'autre côté, elle veille sur le bon fonctionnement des institutions. En d'autres termes, elle définit les domaines de compétences des différents pouvoirs constitués, en disant quel est le domaine de compétence du pouvoir exécutif, quel est le domaine de compétence du pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que le pouvoir exécutif conduit et détermine la politique générale de la nation. C'est la Constitution qui prévoit ça. Le pouvoir législatif a pour rôle de voter des lois, de contrôler et évaluer la politique publique de gouvernement. Et quant au pouvoir judiciaire, il veille sur le respect de la loi, sur le respect du principe de l'égalité. Vous n'êtes pas sans savoir que ces principes-là ne sont pas aujourd'hui respectés dans ce pays. Aucune de nos institutions, à ma connaissance, ne fonctionne bien. Si nous prenons la justice, elle n'est pas indépendante et impartiale. Si nous prenons l'exécutif. Si nous prenons l'exécutif aussi. Non, je veux dire, vous faites le constat aussi, comme beaucoup de Guinéens, malgré que vous êtes à des milliers de kilomètres de chez nous, que le pouvoir judiciaire n'est pas indépendant du pouvoir exécutif. Or, il devrait l'être dans l'esprit de la séparation des pouvoirs, comme la préconise Montesquieu. Donc, le pouvoir exécutif ne conduit pas aujourd'hui la politique qui correspond aux besoins de la population.
le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, qui en principe, vous le savez mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit contrôler l'action. Avant d'abord d'arriver à ce qui concerne sa deuxième mission, celle qui consiste à contrôler la politique publique du gouvernement. Son rôle principal, c'est de voter des lois. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que ce rôle, ce principe est vidé de sa substance, dans la mesure où nous sommes dans une société où l'initiative de la loi, elle est partagée entre le gouvernement et le Parlement. C'est pourquoi on parle de projet et de proposition de la loi. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, sous la présidence du professeur Alpha Condé, il y a eu plus de projets de loi que de propositions de loi. Ce qui veut dire que l'Assemblée nationale n'a été qu'une chambre. Autrement dit, le président de la République a été à l'origine de plusieurs lois que les députés eux-mêmes. Oui, en quelque sorte, vous ne pouvez pas me citer une proposition de loi, c'est-à-dire une loi d'initiative parlementaire. Il y en a eu quand même. Non, mais la plupart des lois qui ont été adoptées sous la présidence d'Alpha Condé, c'était des lois d'initiative purement gouvernementale. On parle beaucoup plus de projets de loi que des propositions de loi. Ça, c'est la première fonction des députés. Pour ce qui concerne la deuxième fonction dont vous faites allusion, c'est-à-dire celle qui consiste à contrôler et à évaluer la politique publique du gouvernement, vous savez, nous sommes dans une démocratie représentative. Et dans une démocratie représentative, le pouvoir va avec la responsabilité. Ceux qui détiennent les mandats électifs ou les mandats nominatifs, ils sont responsables devant les députés, devant les parlementaires. Sauf que si vous essayez d'analyser de manière précise cette deuxième fonction, vous vous rendrez compte qu'elle n'a pas été utilisée. Parce que, vous savez, il y a deux types de motions de censure. Il y a une motion de censure d'initiative gouvernementale et une motion de censure d'initiative parlementaire. Pour ce qui concerne la motion de censure d'initiative gouvernementale, c'est-à-dire lorsque on met en place un nouveau gouvernement, le chef de gouvernement peut, retenez le terme peut, il peut décider d'aller faire la déclaration générale de sa politique devant l'Assemblée, c'est-à-dire solliciter le soutien de l'Assemblée. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une tradition républicaine. Et il ne le fera que lorsqu'il a la certitude qu'il dispose de la majorité à l'Assemblée, où il sait déjà qu'il a une majorité qui ne lui est pas hostile. À partir du moment où il sait qu'il a une majorité qui lui est hostile, rien ne l'oblige à aller faire la déclaration générale de gouvernement qui va entraîner ce qu'on appelle la motion de censure provoquée. Donc sur ce point, cette motion de censure, elle n'est pas efficace. On ne peut pas l'exercer techniquement. Pour ce qui concerne la motion de censure, l'initiative gouvernementale, l'initiative parlementaire, je m'excuse, c'est lorsque les députés estiment que la politique que le gouvernement est en train de mener ne correspond pas à leurs besoins, les parlementaires décident d'engager la responsabilité du gouvernement pour obtenir son renversement. Sauf que techniquement, ça aussi c'est impossible. Ça ne reste que les conditions à remplir pour obtenir les signatures pour pouvoir engager la responsabilité du gouvernement. Donc en quelque sorte, nos institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ne fonctionnent pas bien. D'où la nécessité aujourd'hui à ce que l'on fasse des réformes, à ce que l'on mette en place des mécanismes permettant que toutes les institutions que je viens de citer tout à l'heure puissent fonctionner comme ça se doit. Donc, quand on prend par exemple le cas de l'Assemblée nationale, vous voulez dire que, après tous ces constats, que c'est une assemblée où c'est des députés qui n'ont pas été à la hauteur de leur mandat. Mais autrement dit, je vous pose la question, mon cher ami, est-ce que, à votre avis, vu tout ce que je viens de citer tout à l'heure, est-ce que vous pouvez me dire le contraire? Est-ce qu'il y a eu plus de propositions de loi? Est-ce que les députés ont été capables d'engager la responsabilité du gouvernement? Je ne pense pas. Donc c'est aussi, entre autres, de ce qu'on appelle des enquêtes parlementaires. On n'en a pas vu aussi durant tout le mandat. Voilà. Et autre chose, ce qui est aujourd'hui extraordinaire, c'est que le mandat de ces députés-là est prorogé par le président de la République parce qu'on est arrivé à terme de leur mandat. Vous avez étudié la Constitution en tant que connaisseur de la loi. Quelle analyse de juriste vous faites de cette situation? Vous savez, dans la vie sportive comme dans la vie politique, il y a des périodes de transfert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut accepter de partir. Et politiquement, ça ne s'ouvre qu'après 5 ans. Les députés sont élus au suffrage universel direct. Et ils disposent d'un mandat dont la durée est estimée à 5 ans. C'est un peu comme le propriétaire d'une maison. Que vous construisez une maison, vous mettez cette maison en location. Et la personne qui occupe cette maison
ne s'occupe pas du tout de la maison. À un moment donné, vous venez de lui voir, vous dites, écoutez monsieur, vu l'état vétusté de ma maison, je souhaite faire des travaux. La personne vous dit non, on est lié par un contrat. Il faut que ce contrat arrive à terme. Donc par conséquent, je ne suis pas prêt à partir. Je suis là pour 5 ans et je vais rester jusqu'à l'expiration de mon mandat. Vous êtes obligé juridiquement d'attendre parce que vous êtes lié par un contrat. Et ce contrat arrive à terme, vous repartez voir la même personne, il dit, bon, accordez-moi un peu de temps d'abord. La bêtise que cela constitue, c'est de la même manière que ce qui se passe aujourd'hui. À l'Assemblée. Oui, nous sommes les titulaires de la souveraineté. C'est le président qui a pris la décision, mais en s'adossant sur l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. Oui. Le regard du juriste, est-ce que vous pensez que oui, c'est des situations... Non, mais moi, je vous parle de droit. Vous n'êtes pas sans savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il ne suffit pas d'avoir des institutions. Il ne suffit pas qu'il y ait une cour constitutionnelle pour que nous nous disions que nous vivons dans une démocratie parfaite. C'est des institutions qui sont soumises au pouvoir exécutif. La cour constitutionnelle, c'est une créature du pouvoir exécutif. Elle a du mal à s'émanciper de sa créature. Ce qui fait que la plupart des décisions que cette institution décide de prendre, c'est des positions qui sont en rapport avec la position de l'exécutif. Sinon, juridiquement, si le mandat arrive à terme, les titulaires de la souveraineté, c'est vous, c'est moi. Il est de leur devoir d'aller vers nous. Ils tirent la légitimité de leur pouvoir par notre volonté. C'est nous qui font de ces gens-là ce qu'ils sont. Si le mandat que je vous ai donné pour une durée de 5 ans, ce mandat arrive à terme, la logique voudrait que vous reveniez vers moi. C'est à moi de dire si vous avez été à la hauteur de la fonction dont je vous ai confié ou pas. Mais essayez de se voir en catimini. Et ça se fait par le biais des élections. Par le biais des élections. J'ai trouvé que, évidemment, comment on va dire, les mouvements sociaux que le pays a enregistrés et tout ont occasionné le retard et empêché l'organisation des élections. Donc de revenir consulter cette population pour qu'ils leur renouvellent leur confiance ou pas. Maintenant, qu'est-ce que le président fait écoutez, en pareille circonstance? Est-ce qu'on vide l'Assemblée de ses députés et laisse le président, comme certains l'ont dit, géré par ordonnance? Ou qu'est-ce qu'on fait en réalité? Le temps de pouvoir organiser d'autres élections, une nouvelle élection. Moi, je me désolidarise un peu de votre raisonnement, si vous me permettez. C'est que, parce que moi, je pars d'un constat. Je vous parle de droit, ce que le droit prévoit. Quand vous êtes élu pour une durée précise, et lorsque votre mandat arrive à terme, il est de votre devoir de partir. Vous savez, la Guinée fait partie des pays aujourd'hui qui sont reconnus mondialement, des pays qui n'organisent jamais des élections à temps. Ce n'est pas que les élections législatives. On a vécu les mêmes expériences avec les élections communales. Et on a vécu les mêmes expériences aussi avec des élections présidentielles. Je me rappelle bien, c'était en 2010. L'entre-deux tours. C'était en 2010. Donc il faut qu'on apprenne à être un pays de droit. Il faut que la Guinée cesse d'être une exception en matière de la démocratie, en matière de respect de fonctionnement des institutions. Ce n'est pas des excuses. Ces mouvements sociaux-là, c'est des mouvements qui résultent de quelque chose. Et quelle est cette chose? C'est la mauvaise gouvernance. Prenons par exemple la grève des syndicats qui à un moment donné a bien paralysé la ville. Cette grève, elle résulte de quoi? C'est parce que tout simplement le gouvernement à un moment donné a refusé de donner les moyens permettant aux syndicats, aux enseignants de pouvoir bien enseigner. C'est ce qu'on a relégué à un moment donné l'éducation au second plan. On a privé les enfants de la jouissance de leur droit à l'éducation. Vous savez, le droit à l'éducation, c'est quelque chose qui est universellement bien partagé. Sauf que vous conviendrez avec moi que ce droit a été méconnu. C'est ce qui a provoqué les gens, les enfants, les élèves à sortir dans la rue, à se manifester. Donc c'est le corollaire de la mauvaise gouvernance. La situation d'expiration du mandat, en réalité... C'est un faux débat. C'est un faux débat. En tant que républicain, en tant que juriste, on doit organiser les élections. Point barre. C'est qu'il faut faire beaucoup attention. Non, je parle du cas de figure qui est là. Oui. C'est-à-dire que vous parlez de la normalité. Et on est d'accord que la Guinée est un pays anormal. D'accord? Donc on est arrivé à une situation anormale. C'est-à-dire que toutes les conditions ont été créées pour ne pas qu'on soit dans le délai d'un calendrier électoral. Maintenant, nous sommes là. Le mandat est fini. Et donc, soit les députés ils quittent l'Assemblée, ou on fait quelque chose. En fait, cette situation nouvelle qui n'était pas attendue si les choses se passaient normalement est quand même là. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'on fait?
C'est vrai, le président proroge le mandat, il y a des juristes qui disent non, c'est pas bon. Ok, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? De toute façon, la situation, elle est arrivée. On n'a pas tenu les élections. On peut blâmer la CENI, on peut blâmer les politiciens de nous avoir fait perdre tout notre temps pour ne pas qu'on organise les élections, mais à cause de cette bêtise, on est quand même là. Le mandat est fini. Qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, le président décide de proroger le mandat. De toute façon, nous sommes dans une société ou dans un pays où l'exécutif dispose de la majorité. Que les opposants siègent ou pas, à partir du moment où le pouvoir en place dispose de la majorité, il va faire passer des projets ou des propositions de loi qui lui conviennent. D'ailleurs, pendant combien d'années? Pendant 4 ans, l'opposition était à l'Assemblée. Ça n'a pas empêché le président de la République de faire passer des projets ou des propositions de loi qui l'arrangent. Qu'il quitte ou pas, on est dans la même situation. Maintenant, si on veut vraiment être un pays, un état de droit, il faut que cette opposition, parce que j'ai l'habitude de le dire que Alpha Condé est fort de la faiblesse de ses opposants. Aujourd'hui, on se bat pour faire en sorte que lorsque le mandat du professeur Alpha Condé arrivera à terme, de partir. C'est-à-dire en 2020, de tirer les conclusions qui s'imposent. Et parallèlement, on est en train de faire de l'autre côté, on est en train de mettre de l'autre côté les conditions lui permettant lui aussi de justifier le prolongement de son mandat. Si vous me dites que vous voulez que je sois démocrate, vous voulez que je respecte le fondement juridique de notre société, qui est la Constitution, il faut que ce qui vaut pour moi soit le même pour vous aussi. Si votre mandat arrive à terme, vous tirez les conclusions qui s'imposent. Vous partez, vous allez consulter le peuple pour avoir une nouvelle légitimité. Parce que là, les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, ils ne siégeront pas en tant que les représentants du peuple. Ils siégeront en tant que les représentants de leur formation politique respective. Et ce qui est juridiquement anormal et inacceptable. Voilà, donc il faut regretter, selon en tout cas votre constat, le dysfonctionnement des institutions de la République et la violation de l'indépendance des différents pouvoirs, le judiciaire qui, selon vous, ne jouit pas de l'indépendance qui lui est pourtant attribuée par la loi. On va évoquer les autres aspects tout à l'heure, notamment la question des droits de l'homme en Guinée en tant qu'activiste des droits de l'homme du côté de la France. Quel est le constat que vous faites de la situation en Guinée, les propositions de solutions que vous avez face à la situation en Guinée, et puis le débat autour de la constitution, notamment de notre pays. Mais ce sera dans la deuxième partie de cette émission, tout de suite après la pause thé. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, l'émission comme vous le savez qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre, évidemment pour s'exprimer, impacter l'opinion. Et aujourd'hui nous avons décidé de donner la parole à M. Fadiga Mohamed Lamine. Il est juriste constitutionnaliste mais également guinéen résident en France où il est le président de la Ligue des droits de l'homme de Nanterre et donc son regard de diaspora aussi, mais de juriste sur les questions des droits de l'homme en Guinée, la Constitution, le fonctionnement des institutions. Il vient justement de porter son analyse sur des questions d'actualité, notamment la prolongation du mandat des députés et surtout ce mandat des députés et son contenu. Pour lui, tout simplement, les députés n'ont pas été à la hauteur de leur mandat, vu les attentes sur tous les fronts que le peuple avait pour eux. Et bien entendu, on va parler cette fois-ci des droits de l'homme en tant qu'activiste sur ce terrain-là. Quel est vous le constat que vous faites depuis là-bas sur tout ce qui se passe dans notre pays en termes de droits de l'homme? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dès le début de mon intervention en disant que nous sommes dans une société où les violations des droits de l'homme ne cessent de faire l'actualité.
Si ce n'est pas les arrestations arbitraires de vos collègues, c'est des répartitions inéquitables des richesses du pays, c'est des recours disproportionnés contre toute forme de manifestation, qu'elle soit réelle ou supposée. Donc, en quelque sorte, la situation des droits de l'homme dans ce pays, on va de la violation des droits civils et politiques à la violation des droits socio-économiques et culturels, de l'impunité du point de vue juridique aux irresponsabilités politiques. Vous savez, les droits de l'homme se subdivisent en 3 grandes générations. Il y a le droit de la première génération qui est composé de droit le droit au respect de la dignité, les libertés individuelles, les libertés d'aller et venir. Et en Guinée, ce que nous avons constaté, cette première génération, les raisons qui justifient les violations de cette première génération, l'État utilise à outrance la notion de l'ordre public. À chaque fois que vous sortez pour faire jouir une de vos libertés la plus fondamentale, l'État pour justifier... invoque le maintien de l'ordre public. Oui, il y a une utilisation à outrance, une utilisation abusive de la notion de l'ordre public dans ce pays. J'illustre ce propos en vous donnant 2 exemples très simples. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est au nom de maintien à l'ordre public que le ministre de l'Intérieur, à un moment donné, a voulu porter atteinte à une des libertés la plus fondamentales, c'est-à-dire la liberté de commerce et d'entreprendre, en interdisant ceux qui ont des mototaxis de circuler à Kalom. Alors le ministre de la Sécurité. Oui, alors que ceux-ci ne faisaient qu'exercer un de leurs droits. De surcroît un droit qui a une valeur constitutionnelle. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que nous vivons dans une société où les manifestations, elles sont interdites sur l'ensemble de l'étendue du territoire. Et cette décision, elle a été prise par le ministre de l'administration territoriale. C'est une mesure qui est liberticide, dans la mesure où en matière de police administrative, l'interdiction générale et absolue est prohibée. C'est interdit parce que c'est contraire à l'esprit de l'arrêt Benjamin de 1936, c'est contraire à l'esprit de l'arrêt Dieudonné. On peut interdire au nom de l'ordre public, mais il faut que cette interdiction soit circonscrite. Il faut qu'on localise un endroit précis et ça ne doit pas être de manière générale et absolue. Donc, par exemple, si nous estimons que... Donc actuellement, cette décision du ministre de l'administration du territoire d'interdire toute manifestation, pour vous, c'est une décision, c'est une mesure liberticide. C'est une décision qui est juridiquement dépourvue de toute base légale. Je vous dis en matière de police administrative, l'interdiction générale et absolue, elle est prohibée. Si vous estimez que telle manifestation représente un danger pour un endroit précis, par exemple, je prends un quartier comme Koza ou Bambeto, si nous estimons que cette partie, il y a un risque d'atteinte à l'ordre public, il y a un risque qui peut affecter le fonctionnement des institutions, vous interdisez la manifestation que sur cette localité. Et pour un temps précis, ça ne doit pas être une interdiction générale, de manière absolue. Kindia n'est pas concerné par ça, je ne connais non plus. Donc je trouve un peu anormal. C'est une décision qui est liberticide et je profite de votre émission pour dire au ministre de l'administration territoriale de revenir sur sa décision parce que c'est une décision qui est dépourvue de toute base légale. Nous sommes dans une société qui, à mon avis, doit être, qui se dit qu'elle est une société qui défend les droits de l'homme. Parce que justement, quand vous dites que vous constatez qu'en Guinée, les autorités abusent de la notion d'ordre public. Oui. On a écouté le Premier ministre. Un moment qui a dit qu'il préfère l'ordre public à la loi. Donc ça veut dire, si vous parlez de droits de l'homme, c'est une manière pour lui de dire que je préfère l'ordre public aux droits de l'homme, c'est ça? Et quel constat, ou sinon quelle réaction vous avez face à cette déclaration? Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Ça, c'est sa position. Et c'est ce qui explique sa façon de gérer le pays. Moi, en tant que républicain ou défenseur des droits de l'homme, nous, la priorité doit être donnée aux libertés individuelles. Toute décision, l'État, d'abord, il faut que ceux qui détiennent la puissance publique dans ce pays, qu'ils comprennent une chose, que le rôle fondamental de l'État, la première vocation de l'État, c'est de garantir les droits fondamentaux. L'ensemble des droits que je viens de vous citer tout à l'heure, que ce soit le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au logement, que ce soit le droit de la première génération ou de la deuxième génération, l'État a pour vocation de créer des conditions permettant de rendre effective la jouissance de ces droits. En fait, n'importe quel type de droit, n'importe quel type de génération des droits que je viens de citer crée une triple obligation à l'État.
l'obligation de respecter, l'obligation de protéger et l'obligation de réaliser. Si nous prenons l'obligation de respecter, ça voudra dire quoi? C'est un principe qui crée une obligation négative à l'État. L'État doit s'abstenir, l'État ne doit pas tuer, l'État ne doit pas porter atteinte à vos libertés, l'État ne doit pas vous arrêter arbitrairement. Ça, c'est une obligation qui pèse sur l'État. Et ça ne se limite pas qu'à ça. L'État a une autre obligation, l'obligation d'empêcher que les autres ne portent atteinte à vos droits, l'obligation d'adopter les dispositions législatives qui viseront à renforcer vos droits ou à créer de nouveaux droits. Donc il est de devoir de l'État de prendre des mesures, non pas des mesures qui sont liberticides, mais d'adopter des attitudes visant à rendre effectif la jouissance de nos droits. Quand je prends par exemple les droits de la deuxième génération, qui sont composés des droits socio-économiques et culturels, parmi lesquels il y a le droit à l'éducation, il y a le droit à la santé, il y a le droit au logement, l'État a une obligation. L'État doit créer les écoles, les services publics, permettant aux enfants de jouir effectivement de leur droit à l'éducation. L'État doit créer des hôpitaux, permettant des enfants de bénéficier, permettant pas que des enfants, permettant à tous les Guinéens de bénéficier d'un traitement digne de nom. Sauf que vous conviendrez avec moi que il n'existe pas aujourd'hui des services publics dans les domaines que je viens de citer qui correspondent aux standards universels. Les écoles publiques en Guinée, vous les connaissez mieux que nous. C'est des écoles qui sont indignes. Les hôpitaux, c'est des hôpitaux qui sont indignes. Donc il est de devoir de l'État, au lieu de prendre des mesures liberticides, de prendre l'argent qui nous appartient pour construire des écoles, pour que nous puissions jouir effectivement de nos droits. Donc dire qu'il préfère le métier à l'ordre public que la loi, ça n'engage que lui. Pour vous, c'est gravissime, dans un pays qui se veut démocratique, que le Premier ministre dise qu'il met la priorité sur l'ordre public que la loi. Donc du coup, cela illustre ce que vous dites, que les autorités guinéennes abusent de la notion d'ordre public. C'est-à-dire que c'est une justification pour eux de restreindre la liberté et donc d'aller dans les dérives. Bien sûr, c'est des mesures qui sont liberticides. Et c'est pourquoi il est de votre devoir, vous, en tant que les hommes de plume et de micro, de se mobiliser derrière des gens qui défendent la République pour la nation, de se mobiliser derrière des gens qui pensent que la démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale sont les étoiles polaires qui guident notre action. Si nous les abandonnons par naïveté ou par sottise, nous perdrons la direction morale et nous tendons vers une direction qui est irrationnelle, qu'on peut appeler la dictature. Bien. Et donc, dans tout ça, il y a quand même un ministère en parlant des droits de l'homme. Il y a eu dans un premier temps un ministère des droits de l'homme qui a été créé et dont Gassama était le premier responsable. Après on a changé, on est venu à un ministère de l'unité nationale et des libertés publiques. Est-ce que vous avez pensé à un seul instant que ce département-là ou que ce ministre-là a joué plus ou moins son rôle de défenseur des droits de l'homme, à interpeller l'État en étant au sein du gouvernement face à ses responsabilités de respect des droits de l'homme dans notre pays? Écoutez, je ne suis pas là pour faire le bilan d'un ministre. Non, pas le bilan, mais je me prononce en tant que constat à faire. Oui, voilà, vous avez fait le constat que les situations ne vont pas bien, que les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais entre-temps, il y a eu une institution, ou si vous voulez, un département qui était prévu pour ce travail. Et il faille que vous fassiez aussi ce constat-là, ou est-ce que vous étiez indifférent tout simplement du travail que ce département faisait, ou que ce ministre faisait? Oui, vous avez raison. Vous savez, il y a deux catégories des défenseurs des droits de l'homme. En Guinée ou en général? Principe, de manière générale. Il y a ceux qui font la promotion des droits de l'homme, c'est-à-dire ceux qui se limitent à rappeler sans cesse les valeurs des droits de l'homme, à se désolidariser systématiquement des mesures liberticides, à dénoncer. Ils font la promotion. Sauf que aujourd'hui, cette méthode n'est plus valable. Il faut faire à la fois la promotion et la protection des droits de l'homme. Les deux sont indissociables. Sauf que si j'essaie d'analyser un peu le fonctionnement de ce ministère, il y a eu beaucoup plus la promotion des droits de l'homme que la protection des droits de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut que ceux qui violent les droits de l'homme, ceux qui donnent de l'ordre, ceux qui n'interviennent pas pour empêcher les violations des droits de l'homme, qu'ils subissent les rigueurs de la loi, qu'ils soient traduits devant la justice et que les victimes
qui sont les victimes des différentes violations des droits de l'homme soient rétablis dans leurs droits. Donc moi, personnellement, je me situe dans le cadre de ceux qui font à la fois la promotion et la protection des droits de l'homme, et non pas ceux qui font tout simplement la promotion des droits de l'homme. Si on me confie un département qui s'occupe de la question des droits de l'homme, je poserai comme condition de me donner parallèlement la possibilité, pas que seulement à faire la promotion, à rappeler sans cesse les déclarations universelles des droits de l'homme, les grands principes, les grandes conventions, mais aussi à me donner les moyens me permettant de poursuivre ceux qui violeront les droits de l'homme dans ce pays. Bien. Il y a une impunité. Donc c'était là les limites, tu veux dire, de ce département. À mon avis, c'est que ça ne pourrait être que ça. On a fait beaucoup plus de promotion des droits de l'homme que la protection des droits de l'homme. Ce qui n'est pas mal en soi, parce que nous sommes dans une société qui n'avait pas une culture juridique liée à la protection des droits de l'homme. C'est une notion qui n'existait pas. Donc ce qui me ramène à dire que ce département a servi de quelque chose, parce que il est parvenu à imposer dans le débat public la notion des droits de l'homme, ce qui n'est pas mal. Et on va terminer. On va terminer sur le débat autour de la Constitution. Je l'ai dit, il y a une structure de la société civile qui essaie d'ouvrir le débat sur la Constitution, la possibilité qu'on remette cette Constitution sur la table, qu'on la revoie, qu'on l'améliore, qu'on la mette au goût de l'actualité. Alors, est-ce que vous êtes partant? Est-ce que vous comprenez cette nécessité? Est-ce que vous pensez que cette Constitution d'aujourd'hui a besoin d'être améliorée, d'être adaptée à certains aspects? Par exemple, quand on parle des conditionnalités pour un citoyen d'être candidat aux élections nationales, législatives ou la présidentielle, il faut appartenir à un parti politique, être présenté comme candidat par ces partis politiques. Eux, ils pensent par exemple qu'il faut donner la possibilité aux indépendants de pouvoir concourir aux élections législatives en tant qu'indépendants, à la présidentielle en tant qu'indépendants, parce qu'ils pensent que aujourd'hui les partis politiques ne répondent pas aux besoins des citoyens. Donc, il y a des individus aujourd'hui qui ont plus de popularité, plus de cotes dans la population, qui ont besoin de concourir. Ne serait-ce que cet exemple-là, ils pensent qu'il y a lieu que cette constitution soit débattue. De l'autre côté, on pense que non, ce sont les adeptes du troisième mandat qui veulent amener Alpha Condé à appeler un référendum pour donc revoir la constitution dans son aspect alternance et nombre de mandats. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous savez, on a l'habitude de dire que la meilleure constitution au monde ne suffira pas à faire le bonheur d'un peuple, mais la mauvaise peut faire son malheur. Ceci dit, que le fondement juridique que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire la constitution du 7 mai 2010, elle n'est pas une constitution qui est parfaite, mais si nous essayons de faire une étude comparative entre cette constitution et les trois autres constitutions que la Guinée avait connues depuis 1958 jusqu'à nos jours, je l'ai dit en toute objectivité. Le fondement juridique que nous avons aujourd'hui, elle est la meilleure par rapport aux trois autres constitutions que nous avons connues. Je m'explique. Ça ne reste que d'un point de vue de la mise en place des institutions. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le rôle de la Constitution, c'est de garantir les droits fondamentaux des citoyens et définir les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux. Sauf que quand nous regardons les trois premières constitutions, ce sont des constitutions qui reconnaissent les droits fondamentaux des citoyens, c'est-à-dire il y a une consécration constitutionnelle des droits de l'homme, des droits fondamentaux des citoyens. Sauf qu'il ne suffit pas seulement de reconnaître les droits, il faut aussi créer des mécanismes visant à protéger ces droits. C'est-à-dire lorsque vous êtes privé de votre droit, le plus fondamental, que vous puissiez saisir des institutions judiciaires habilitées à garantir, à faire respecter vos droits. Sauf que quand nous regardons les trois autres constitutions, il n'existait pas une institution judiciaire visant à protéger les libertés individuelles. C'est avec la constitution de 7 mai 2010 qu'on a connu la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui est une institution... aussi la Haute Cour de justice. Oui, voilà, la Cour constitutionnelle qui est une institution qui vérifie la constitutionnalité de la loi. Si vous adoptez une disposition législative qui n'est pas conforme à la Constitution, qui porte atteinte à vos droits et libertés qui sont garantis par la Constitution, vous avez aujourd'hui une institution... Donc vous pensez que c'est prématuré? Vous avez aujourd'hui une institution devant laquelle, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mes raisonnements, d'aller devant cette institution pour faire valoir vos droits. Sauf que si vous regardez la Constitution de 1982, de 1991, il n'existait pas ce mécanisme. Ça ne reste que la mise en place de cette institution. Ça ne reste que la mise en place de Conseil supérieur
supérieur de la magistrature, pour encadrer en quelque sorte les procureurs de la République qui à un moment donné se considéraient comme Dieu en Guinée. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc force est de dire que c'est une constitution qui a aussi des insuffisances d'un point de vue procédural. C'est une constitution qui n'a pas été adaptée par la voie référendaire. Mais sur le fond, moi je pense que la seule chose à changer sur le fond de cette constitution, c'est de nous permettre de sortir d'un régime présidentiel au profit d'un régime parlementaire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le régime présidentiel, depuis 1958 jusqu'à nos jours, nous sommes que dans le régime présidentiel. L'Assemblée nationale n'a pas été capable de voter une motion de censure. Dans l'histoire institutionnelle de la Guinée, je ne pense pas que si un gouvernement a été renversé ici par l'Assemblée nationale. Et techniquement, c'est impossible parce que c'est ça le régime présidentiel. Il faut qu'on expérimente le régime parlementaire, donner plus de pouvoir au peuple, c'est-à-dire les représentants du peuple, pour pouvoir contrôler et évaluer réellement la politique menée par le gouvernement. Donc si on doit réformer la constitution de 1958, c'est par rapport à ce domaine. Pour ce qui concerne la durée de mandat, elle a été claire là-dessus. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. Et cette constitution dit que nul ne peut aller au-delà de 2 mandats consécutifs. Donc le président de la République, son deuxième mandat arrivera à terme en 2020. Il doit tirer la conclusion qui s'impose. Il ne relève plus de sa compétence, de sa légitimité d'organiser quoi que ce soit au-delà de son mandat. Voilà, ce n'est que le premier débat, on va dire, en la matière. Nous irons encore un peu plus dans les différents aspects, notamment de la question des droits de l'homme dans notre pays et les alternatives pour que ces situations prennent fin ou ça soit atténué. En tout cas, merci Fadiga d'être passé dans cette émission. On se retrouvera très bientôt pour parler d'autres sujets d'actualité, notamment la question de la Constitution, des droits de l'homme. Vous verrez bien si cette situation sera concrétisée ou pas, si on ira vers la révision de la Constitution ou pas. En tout cas, merci d'être passé. Je vous remercie également. C'était un plaisir pour moi de venir partager cette expérience avec vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout au compte de cette émission et c'était un plaisir pour moi de vous avoir accompagné durant toute cette semaine. On se retrouve lundi à 21h30 si Dieu le veut bien. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.